Alors, merci d'être là, tout le monde. Aujourd'hui, en fait, je viens vous parler plus spécifiquement d'un contexte éducatif, le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke particulièrement. L'intention ici, je n'ai pas fait un plan de la présentation traditionnelle parce qu'il est traditionnel, hein, ça n'amenait rien, mais peut-être plus une intention d'écoute ou dans laquelle qui m'a orientée en fait pour faire la présentation aujourd'hui, qui était peut-être que vous puissiez mieux comprendre l'ancage des travaux de la chaire. Ça peut aussi intéresser les étudiants en psychoéducation. J'ai un parcours, j'ai étudié en psychologie à l'Université Laval, à l'Université de Montréal, avec une sensibilité aux acteurs qui soutiennent le développement des jeunes. Puis, après un passage en milieu hospitalier, je voulais me rapprocher du vécu quotidien, particulièrement dans le milieu scolaire, là. J'ai aussi travaillé avec Marie-Jo Letarte sur Ces années incroyables, qui est bien populaire dans votre département, je pense. Donc, peut-être mieux vous situer par rapport à qu'est-ce qui est vivant, on va dire, dans les milieux scolaires actuellement. Donc, contexte de départ problématique. Je vous mets ici une diapositive qui montre un peu, chaque centre de service scolaire a un plan d'engagement vers la réussite des élèves, là, le PEVR, là, pour ceux qui sont moins habitués, dans lequel il doit avoir des orientations pour soutenir la réussite des élèves, puis identifier des cibles à ce niveau-là. Donc, la chaire de recherche, c'est particulièrement connecté, d'où Connexa, aux orientations du PEVR pour pouvoir soutenir le centre de services scolaires là, dans ses actions en soutien au bien-être des élèves puis à leur apprentissage. Donc, le centre de service avait l'orientation 1 qui était comment soutenir, comment encourager le personnel éducatif à utiliser des pratiques appuyées sur la recherche en vue de favoriser la réussite des élèves. Puis là, bien évidemment, il y avait des objectifs identifiés à chaque orientation. Donc ici, on est vraiment dans assurer le développement professionnel du personnel, mettre en place dans les écoles et les centres des équipes collaboratives, parce qu'il faut comprendre que c'est une modalité de développement professionnel que le centre de service souhaite utiliser, un véhicule, on va dire, de plus en plus. Ils ont une sensibilité, on va dire, à ne pas nécessairement ajouter des différentes formations qui est peut-être pas liée à ce qui se fait déjà. Euh, et donc, comment on peut améliorer ce qui existe. Donc, ici, c'est l'orientation 1. Ensuite, évidemment, il y a des orientations qui sont peut-être plus au niveau du climat scolaire, à la façon de collaborer. Puis, enfin, par rapport au parcours différencié des élèves, là, l'orientation 4 qui est plus travailler en fonction des forces et des intérêts des jeunes et du personnel scolaire. Donc, dans ce contexte-là, la chaire a identifié les axes de recherche. On a vraiment travaillé de façon à ce qu'on puisse commuter, on va dire, nos intérêts particuliers. Donc, l'axe 1 est vraiment centré sur les pratiques efficaces et prometteuses pour le développement des compétences liées à l'apprentissage et au bien-être des élèves. Donc, on est vraiment plus centré sur qu'est-ce qui va favoriser le bien-être des élèves. L'axe 2 qui va être davantage en lien avec les pratiques de développement professionnel pour soutenir l'axe 1, mais aussi pour soutenir les acteurs scolaires dans leur bien-être, à soutenir la réussite. Finalement, les pratiques de collaboration au service des apprentissages et du bien-être. Ici, il y avait vraiment un souci encore de l'ensemble des personnes impliquées. Parce qu'on peut souvent avoir la lunette sur le jeune ou sur le personnel. Ici, c'est de réconcilier puis de trouver une façon finalement de bien vivre ensemble. Dans ce contexte-là, en fait, le titre de la présentation portait sur les pratiques inclusives, mais je vais quand même le resituer. Ici, avec la politique de l'adaptation scolaire depuis la fin des années 90, début des années 2000, cherche à s'orienter vers l'éducation inclusive.
ce qui amène finalement, c'est vraiment des fondements qui sont internationaux, là, puis qu'on valorise à travers le monde, qui s'opérationnalisent de façon différente là, dans chaque pays, dans chaque province, puis dans chaque centre de service, hein, finalement. Mais en somme, l'objectif étant de favoriser, qu'est-ce que ça veut dire ici, l'éducation inclusive? Ce que j'aime comme mot, c'est comment au quotidien, je vais favoriser la participation sociale de tous les élèves qui constituent ma classe, comment je favorise la réussite, et tout ça amène vers la classe ordinaire d'abord et avant tout. Donc, parfois, on peut se poser la question, pourquoi, en fait, quand j'ai un jeune avec un diagnostic, il n'est pas nécessairement en classe spéciale? C'est qu'à la base, on veut soutenir leur participation sociale. On voit qu'il y a des bénéfices. Il y a des études qui ont documenté les bénéfices à l'éducation inclusive, oui, sur l'adaptation sociale, mais aussi sur les apprentissages. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, on va valoriser, on va essayer de tout faire pour soutenir la participation, l'orientation en classe ordinaire. Mais évidemment, ça l'oblige, en fait, à réfléchir sa classe, réfléchir ses pratiques enseignantes de façon, le terme qui est utilisé là, dans je dirais, les cadres plus éducatifs, éducation, parce qu'ils sont différents des cadres peut-être plus psychoéducatifs ou en psychologie. Moi-même, je m'approprie tout ce langage depuis 15 ans. Donc, des pratiques différenciées. Puis, dans le fond, l'image qu'on voit à droite montre bien qu'est-ce qu'on entend par différencier. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir les élèves en les identifiant par leurs caractéristiques qui sont plus diagnostiques, on va dire, mais bien que chaque élève est différent. Donc, ici, on ne retrouve pas nécessairement une couleur différente. Tous les élèves sont pris et reconnus dans leur individualité, dans leurs préférences, puis dans leur culture. Donc, chaque élève est vraiment est différent d'un à l'autre. Chaque élève est unique et donc, je dois réfléchir pour répondre pas à la majorité des élèves en les mettant dans une case caractéristique commune, mais bien en pouvant répondre de façon distincte là, selon peut-être leurs intérêts, selon, on va voir tout à l'heure, selon les variables qu'on va dire d'hétérogénéité, qui pourraient être leur rythme d'apprentissage. Et donc, on se dissocie de l'approche plus catégorielle diagnostique. Le problème, c'est que c'est un grand défi. Vous l'entendez par les nouvelles, mais particulièrement au niveau des pratiques différenciées. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on a de la misère à s'approprier c'est quoi des pratiques différenciées ou c'est vraiment que c'est difficile à les mettre en place? C'est quoi le cadre commun? Comment on définit ces pratiques différenciées? Comment on les opérationnalise? Parallèlement, il y a aussi encore des pratiques réactives non recommandées qui sont utilisées, celles-ci qui vont peut-être plus répondre à vos référents, par exemple des pratiques punitives, coercitives qui vont entraîner de l'exclusion sociale. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi que le centre de service souhaite voir comment on va faire finalement pour amener les enseignants vers les pratiques différenciées puis réduire encore les pratiques non recommandées qui amènent à l'exclusion. Je vous mets rapidement certains facteurs, mais on va en parler tout à l'heure, qui sont reconnus là, pour favoriser l'adoption de pratiques. En fait, il y a le modèle, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a un modèle en psychologie sociale qui montre bien les liens entre les croyances de la personne enseignante. Puis ici, par croyance, il y a les attitudes que la personne entretient. Puis si on le met encore plus dans le contexte de l'éducation inclusive, c'est quelles sont les attitudes envers l'éducation inclusive? Est-ce qu'on croit que ça peut amener des bénéfices sur les apprentissages? Est-ce qu'on pense que ça peut avoir plus d'effets positifs que négatifs? Ensuite, mon sentiment d'auto-efficacité qui est très associé à l'utilisation de pratiques appuyées par la recherche ou pratiques dites positives. Puis finalement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais parmi les croyances, il y a aussi encore cette vision déficitaire
des caractéristiques des élèves qui est favorisé par le système médical, où on cherche, puis je m'inclus, on cherche souvent pour expliquer les défis d'un enfant, on cherche à comprendre et la façon parfois sécurisante de le comprendre va être l'approche catégorielle ou encore c'est ce qui est valorisé par le système médical, ce qui fait que c'est en porte-à-faux avec la vision d'éducation inclusive là, telle qu'organisée au Québec. Donc ça, c'est des défis, puis ça va influencer les pratiques que je vais utiliser. Ensuite, il y a tout ce qui est formation, quel type de développement professionnel que je vais utiliser, comment je vais m'engager dans ces types de développement professionnel-là. On sait qu'au Québec, dans le ministère de l'Éducation, oblige maintenant un 30 heures aux personnes enseignantes. Aux 2 ans, donc un 30 heures de développement professionnel qui doit être rapporté par les personnes enseignantes, mais c'est comme c'est nouveau. Puis les centres de services scolaires sont justement en train de s'organiser pour consigner ces heures de développement professionnel-là, mais aussi pour tenter de s'assurer que ça répond bien à la visée au centre de services scolaires de leur PVER. Puis finalement, le contexte organisationnel, les systèmes éducatifs. Donc, qu'est-ce qui a orienté les questions du partenaire? Le partenaire étant le centre de services scolaires ici. Avec les travaux de la chaire, qu'est-ce qu'on sait de la place laissée aux pratiques éducatives appuyées par la recherche? À quel point les pratiques éducatives appuyées par la recherche sont utilisées? Puis, qu'est-ce qui influence l'adoption des pratiques? Puis, comment on peut orienter le développement professionnel du personnel scolaire? Parce que, justement, dans son plan d'engagement vers la réussite, le centre de services souhaite s'assurer que leurs actions ou les nouveaux programmes de formation qu'ils vont offrir vraiment répondent et a comme finalité l'adoption des pratiques appuyées par la recherche. Donc ici, avec mes collègues, on le voit ici, là, avec mes collègues, dont Anne-Marie qui est ici et qui prend connaissance des résultats. Donc Nancy Gaudreau à l'Université Laval, Lynn Massé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Manon Baudouin, professeure ici associée en adaptation scolaire. Puis voilà, je les ai toutes dit. On est allé chercher une subvention pour pouvoir répondre aux besoins du partenaire, dont la question était quels sont les besoins des personnes enseignantes en matière de développement professionnel pour adopter des pratiques inclusives favorables à l'adaptation psychosociale de tous les élèves. En lien avec les facteurs qui influencent l'adoption des pratiques, on souhaite identifier les croyances envers le recours, définir la nature, la fréquence des pratiques, décrire les activités de développement professionnel complétées et souhaitées, puis les facteurs contextuels là, qui les influencent. Donc, c'est un beau mandat, il y a beaucoup de variables. Puis, on a fait, tant qu'à faire pour le personnel enseignant, on a aussi fait le même portrait avec les mêmes variables pour tous les corps d'emploi. Donc, on a aussi le personnel professionnel, mais aujourd'hui, il fallait que je fasse un choix pour pouvoir passer à travers de façon relativement digeste. Mais on a aussi les données pour les psychoéducateurs, les psychologues, les orthophones, tous on va dire le personnel professionnel. On a également les données pour les directions d'établissement. On a également les données pour le personnel de soutien. Donc, j'ai une collègue qui s'intéresse davantage à la formation aux adultes. Donc, les personnes intéressées peuvent utiliser les portraits des pratiques là, pour peut-être guider leur future recherche. Donc, en passant, je suis ouverte au partage. Il y a beaucoup de chantiers. Donc, c'est quoi des pratiques inclusives? J'ai tout à l'heure rapidement identifié l'enseignement ou des actes d'enseignement différenciés. Pour pouvoir différencier, les cadres indiquent que
on s'appuierait davantage sur peut-être les besoins développementaux, les préférences, les rythmes d'apprentissage, quelles sont les habiletés. On serait davantage centré sur les compétences, situer les compétences des élèves sur le continuum pour pouvoir planifier des situations d'apprentissage ou des contextes de développement là, au préscolaire qui sont vraiment différenciés. Donc, nécessairement, tous mes élèves ne se situent pas au même niveau sur le plan du développement moteur, sur le plan du développement du langage oral, écrit, des compétences en mathématiques. Donc, comment je peux considérer l'ensemble de ces variables-là pour pouvoir offrir des situations qui sont différenciées. Donc, on comprend que il y a déjà un défi parce que souvent dans les études qui portent sur des échantillons scolaires, pour pouvoir, et je ne dis pas que ce n'est pas correct, là, pour pouvoir contrôler certaines variables ou variabilités, on a tendance à cibler une population par son diagnostic, tandis qu'ici, quand on dit aux enseignants de différencier leur enseignement, on leur demande d'être centrés davantage sur des variables hétérogènes qui ne sont pas liées à l'étiquette. Donc, dans la boucle des pratiques différenciées, on va dire que dans un premier temps, l'enseignant doit faire un portrait de la situation, un portrait de classe en lien avec les besoins des élèves, leurs variables d'hétérogénéité. Je vous mets différents ordres, différents champs. Puis les études qui sont ici, c'est des études qui montrent finalement, qui rapportent les pratiques réputées efficaces là, qui seraient détachées finalement des approches diagnostiques. Je vous ajoute aussi, juste pour votre curiosité, comment on encourage l'enseignant finalement à différencier ses pratiques. Une fois que j'ai établi le portrait de ma classe sur les différents besoins, qu'est-ce que je fais pour ajuster mes pratiques? Donc ici, le terme ajuster n'est pas anodin. On ne veut pas parler d'adaptation, parce que le défi souvent ou les croyances, c'est que l'enseignant va percevoir la différenciation comme une individualisation, comme s'il doit adapter en fonction, puis il va comprendre que c'est en fonction de l'approche catégorielle. Ah, il faut que j'apprenne sur le TDAH. Ah, il faut que j'apprenne sur la douance. Ah, il faut que j'apprenne sur le trouble d'opposition. Alors qu'ici, on est davantage centré sur les besoins qu'on a vus à la diapositive précédente. Donc, pour ajuster, qu'est-ce que je peux faire? Je vais ajuster mes contenus, c'est-à-dire, je vais comme avoir sur un continuum, le contenu en enseignement d'un point de vue didactique, en mathématiques, si je veux apprendre le sens du nombre, ben, mes élèves, ils se situent où par rapport au sens du nombre? Comment je m'assure que je vais rejoindre le maximum des élèves? Comment je vais faire en sorte que finalement, je suis ajustée, mon contexte est ajusté aux connaissances des élèves et à leurs compétences sur ce contenu-là. Ensuite, je vais différencier mes processus, ce qui est mes méthodes d'enseignement, mes méthodes d'apprentissage, mes modalités, aux différents besoins. Donc, vous voyez, c'est quand même une réflexion qui est quand même complexe, qui exige quand même une grande réflexion. Ensuite, au niveau de la structure de l'environnement, je dirais qu'ici, structure environnement va correspondre particulièrement à ce qu'on connaît du concept de gestion de classe. Donc, dans d'autres cadres de référence, on pourrait parler de comment je vais organiser ma classe, quel type de ressources je vais utiliser, comment je vais regrouper, mais surtout quelles sont les consignes de regroupement que je vais utiliser pour que ce soit fonctionnel. Puis là, mes consignes de regroupement vont soutenir mon processus. Par exemple, en mathématiques, si je choisis une modalité d'enseignement qui est par atelier, ben, ma modalité d'enseignement par atelier, est-ce que mes ateliers vont avoir des contenus variés? Puis ensuite, comment ma structure va soutenir l'aspect fonctionnel de mes modalités? Puis finalement, les productions, comment je vais m'assurer d'offrir aux élèves différents choix dans la façon de me montrer qu'ils apprennent.
Donc, est-ce que je peux leur proposer des productions à l'oral? Est-ce qu'ils peuvent mimer? Est-ce qu'ils peuvent le faire par écrit, mais avec des images? Donc, comment je vais m'assurer d'avoir des productions différenciées? Donc, vous voyez, il y a ici quand même une grande complexité à la différenciation. Mais tout ça dans l'objectif que chaque élève, pour apprendre ou pour atteindre l'objectif d'un contexte de développement ou d'une situation, va pouvoir être en mesure de s'engager, de participer, sans sentir qu'il y a une adaptation juste individualisée pour lui. Et le pari, c'est qu'en faisant ça, on a moins besoin d'individualiser ou de faire des interventions qui sont, on va dire, ciblées pour un certain groupe. Il va en avoir, mais normalement moins. Puis finalement, on va évaluer les effets. Donc ça peut ressembler à des cadres que vous connaissez. Sur le suivi, comment je vais faire mes rétroactions aux élèves. Voilà. OK. Les concepts clés qui ont été évalués, en fait, on a utilisé un modèle conceptuel qui peut être compris comme systémique pour arriver à rejoindre les élèves, à soutenir leurs apprentissages. La variable la plus proche ou la plus proximale va être évidemment ce qui relève du comportement de l'enseignant, ses actions. Donc, ici, on va retrouver les pratiques inclusives, les interactions entre les pratiques de l'enseignant et les interactions entre les élèves. Donc, tout ce qui est plus qui relève peut-être plus de l'interaction en classe. Ensuite, on parle davantage des caractéristiques propres à l'enseignant. Dans les caractéristiques propres à l'enseignant, on a les attitudes envers l'éducation inclusive. Les attitudes, donc ici, c'est vraiment les variables qui ont été mesurées, là, que c'est le cas d'utiliser. Donc, on distingue les attitudes qui sont d'ordre cognitive, affective et comportementale. Donc, attitude cognitive qui est, est-ce que je crois au bénéfice de la classe ordinaire pour tous les élèves? À quel point je pense que c'est une bonne modalité. Ensuite, à quel point je me sens confortable à soutenir la réussite de tous les élèves dans la classe, puis finalement à quel point j'agis de façon à favoriser l'éducation inclusive, puis à soutenir la participation sociale de tous. Donc ici, c'est vraiment plus, on va nommer ce concept-là comme des attitudes envers l'éducation inclusive. Ensuite, on a si je reste à gauche en bas, le sentiment d'auto-efficacité en gestion de classe, puis le sentiment de compétence à intervenir. Ici, on a utilisé deux types de sentiments d'auto-efficacité de façon volontaire. Le premier, sentiment d'auto-efficacité en gestion de classe qui pourrait relever davantage de la structure ou de l'environnement d'apprentissage. Puis le deuxième qui est plus en lien avec on est allé tester le sentiment de compétence en lien avec l'approche catégorielle, c'est-à-dire des champs spécifiques ou par exemple, en lien avec des difficultés de comportement, en lien avec le langage. On a voulu voir comment les enseignants percevaient leur sentiment de compétence ici aussi. Ensuite, leur niveau de préparation. Donc, ici, c'est vraiment les caractéristiques de l'enseignant. Ensuite, on est allé examiner le développement professionnel davantage par rapport à la fréquence combien d'offres de formation professionnelle ou d'activités de développement professionnel ils ont fait dans les 2 dernières années. Puis ensuite, quelles sont leurs préférences en termes de modalités de développement professionnel. Puis ensuite, on est allé examiner les caractéristiques du contexte professionnel qui sont davantage liées là, au soutien organisationnel. Puis, on a aussi le sentiment d'efficacité collective qu'on est allé examiner à ce niveau-là. Donc, le pari qu'on a fait, puis en fait, pourquoi on est allé vers ces variables-là, c'est qu'on s'est dit, en fait, la littérature montre que pour que la personne enseignante
adopte des pratiques reconnues efficaces, donc ce qui est à la finalité de mon équation. En fait, on sait qu'il y a plus de chances s'il participe à des activités de développement professionnel et s'il est engagé. Et dans le même sens, on sait que les personnes ont plus de chances de s'engager puis d'adopter des nouveaux comportements si c'est associé aux besoins de formation qu'ils vont eux-mêmes énoncer. Donc, l'état de la situation ou le portrait actuel, c'est vraiment dans cette visée-là de s'appuyer sur leurs besoins, d'identifier leurs besoins. C'est vraiment la première étape pour la suite des travaux de la chaire. Donc ici, en fait, on est vraiment dans l'étape de planification, de sonder les besoins. Puis, on est allé documenter finalement certains facteurs qui sont identifiés comme des facteurs modérateurs là, que j'ai identifiés tout à l'heure. Voilà. Jusqu'ici, ça va. C'est beaucoup de mots. Méthodologie. OK. Donc, on est allé pour un devis MIC explicatif. Même dans le contexte de la chaire, la collecte de données est un défi en soi. On va dire qu'un des défis particuliers, c'est la culture de recherche qui est quand même à développer. Puis la phase 1 du questionnaire, finalement, en soi, a été quand même plus longue que prévu, mais quand même, on a pu faire en 2 temps. On a ouvert 2 fois là, le questionnaire parce qu'au départ, on n'avait pas suffisamment. On était au mois de mai, on n'avait pas suffisamment de participation. Donc, la phase 1 de questionnaire, puis en plus, le questionnaire avec la quantité de variables qu'on avait, mais on le savait, c'était quand même un bon 35 minutes à compléter. Suite au questionnaire, on a fait des analyses préliminaires qu'on a présentées à une journée d'études avec les différents corps d'emploi parce que finalement, à ce moment-là, on le faisait vraiment pour tous les corps d'emploi, puis on voulait les réactions de tous les corps d'emploi aux résultats de chacun, ce qui permettait aussi à tous de pouvoir prendre connaissance de la réalité de l'un et de l'autre. Ça l'a permis quand même des belles, des belles petites réactions. Vous allez voir au niveau du développement professionnel plus tard, les résultats de l'un faisaient réagir les autres, mais finalement, tout le monde se ressemble un petit peu. Février 2024, on a fait des groupes de discussion, donc des groupes au primaire, au secondaire. On a voulu avoir un groupe de discussion à la formation générale des adultes, mais c'était l'année passée qu'il y avait... non, il n'y avait pas des grèves. En tout cas, il y a eu des tempêtes, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, on est à la finalité du projet qui est plus la validation et la co-construction d'une offre de développement professionnel en priorisant certaines actions. On est vraiment vers la fin du projet pour pouvoir ensuite développer une offre de développement professionnel. Donc, comment on a évalué le comportement de l'enseignant à partir d'un questionnaire qu'on a traduit de l'anglais sur les pratiques recommandées et moins recommandées, on va dire en intervention positive, plus d'ordre scolaire. On a fait les moyens d'intervention pour favoriser l'adaptation psychosociale. Moyens recommandés étant les pratiques positives, les moyens moins recommandés étant plus les pratiques coercitives, le sarcasme, les retenues, donc vraiment ce qui vise à punir l'élève. Ensuite, on a des pratiques de différenciation pédagogique où la boucle tout à l'heure que je vous ai montrée là, sur connaître les besoins, ajuster ses pratiques. Ici, le alpha, on voit que c'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'items. Puis c'était très varié là, parce qu'on avait le contenu, les processus, donc ça peut expliquer aussi la cohérence interne là, qui est un peu plus faible. Puis le suivi des progrès. Au niveau des croyances, qu'est-ce qu'on a évalué? Parfait. Donc, les attitudes à l'égard de l'inclusion, le sentiment d'efficacité à gérer la classe. On voit ici les différentes dimensions. Donc, ça, c'est vraiment une échelle qu'on a validée. On a fait les analyses factorielles
exploratoire, confirmatoire. Là, c'est vraiment la nouvelle dimension. Donc, les dimensions 2 à 6 qui sont comment je gère les ressources matérielles. Ensuite, comment le temps. Le D3 qui est l'établissement des attentes claires, les consignes. Le D4 qui est à quel point je me sens efficace à soutenir le développement de relations positives au sein de ma classe. Le D5 qui est plus soutien à l'engagement des élèves. La dimension 6 qui est la gestion des comportements difficiles. Puis, au-delà de ça, c'est une nouvelle dimension par rapport à l'échelle qu'on a déjà utilisée dans d'autres projets qui est plus quel est mon sentiment d'auto-efficacité envers moi, la personne. Je vais vous montrer tout à l'heure les énoncés. Ensuite, on a le sentiment d'efficacité à intervenir. Là, ici, on est plus dans une approche justement catégorielle, l'intervention en lien avec une clientèle précise, puis l'adaptation de mes interventions en fonction des besoins d'une clientèle précise. Donc ici, c'est vraiment les éléments qu'on a voulu contraster, je dirais. Sentiment de compétence envers les moyens d'intervention. Donc, mon sentiment de compétence envers les moyens recommandés, mes moyens non recommandés. En fait, pour les caractéristiques du développement professionnel, j'ai dit dans les 2 dernières années, c'est dans les activités réalisées dans la dernière année, puis ensuite les intérêts à participer. Puis là, ici, on a comme les activités axées sur l'acquisition de connaissances, puis activités orientées plus vers l'application pratique. Donc, on a distingué les deux. C'était des échelles de mesure qu'on a développées pour le projet qui a aussi, dont les échelles ont aussi été utilisées dans 3 autres centres de services scolaires, en fait, dans la région de Québec. Là. Donc, on a quand même des échantillons assez grands à ce niveau-là pour la validité préliminaire, on va dire, de ces échelles. Finalement, les caractéristiques du contexte, sentiment d'efficacité collective, à quel point l'équipe collabore, l'équipe école est efficace, puis à quel point on est influencé là, par le contexte dans mes actions. Puis finalement, la satisfaction du soutien organisationnel. Et bien, parfait. Les questions, c'est à 30. Sophie ou Mylène, juste pour me situer. On commence ça à quelle heure, les questions? Et 30? Oui, oui. Parfait. Super, merci. Donc, au niveau de l'échantillon, je ne passerai pas nécessairement les variables là, une à une, mais vous voyez qu'on a quand même une belle représentativité. Ces variables-là vont plus tard être utilisées pour identifier si elles influencent en fait les scores sur les variables utilisées. Puis, après avoir validé là, à la phase 2 la valeur de l'échantillon ou la validité de l'échantillon, tout le monde était d'accord pour dire que ça représentait assez bien la distribution du corps enseignant pour l'ensemble du centre de service. Donc, au niveau du statut socio-économique de l'école, tout le monde était surpris par le fait que des enseignants ignoraient leur statut socio-économique, mais sinon, ça représentait assez bien la distribution. Puis, même chose au niveau du pourcentage du secteur ou de l'ordre d'enseignement. On voit qu'on a une représentativité là, qui correspond à la réalité. Parfait. Donc, si on s'en tient au comportement de l'enseignant, aux actions, donc qu'est-ce qui est fait actuellement pour soutenir l'adaptation des élèves? Qu'est-ce qui est fait actuellement? Évidemment, c'est qu'est-ce qui est rapporté à être fait au niveau de la différenciation pédagogique. Donc, on a ici, donc les schémas, je les ai faits là, juste pour que vous voyez l'échelle Likert, là. Puis le petit vert lime étant préscolaire primaire, le vert U de S étant le secondaire, puis le orange étant la formation aux adultes ou la formation professionnelle. Pour chaque diapositive, on identifie les scores moyens par secteur.
mais on va quand même aussi pouvoir tout de suite distinguer en fait qu'est-ce qui est utilisé ou rapporté être utilisé plus fréquemment selon les secteurs. Donc, s'il n'y a pas de différence significative qui était identifiée, on ne les a pas indiquées là, au fil des résultats. Donc, ici, en fait, on voit que de façon générale, la FGA-FP semble rapporter moins souvent des pratiques. Mais on voit aussi que chaque secteur a une tendance générale, c'est-à-dire que le primaire rapporte utiliser la plupart des pratiques recommandées, plus souvent des pratiques recommandées, mais plus souvent aussi des pratiques moins recommandées. Donc ici, on voit que c'est plus fréquent au préscolaire par rapport au secondaire, puis ici, c'est moins fréquent au secondaire et au FGEF qu'au préscolaire. Je vous identifie aussi la moyenne générale pour l'ensemble des secteurs. Puis, on voit quand même que c'est une moyenne qui correspond, je dirais, le score, le 4, correspond à occasionnellement. Donc, c'est des pratiques, même si c'est central, même si c'est la borne centrale, ça correspond à j'utilise occasionnellement les pratiques d'intervention recommandées, les moyens d'intervention recommandés et plutôt rarement ou quelques fois par année les moyens d'intervention moins recommandés, ce qui est quand même une bonne nouvelle à ce niveau-là. Sinon, en fait, on vous a juste un petit peu expliqué dans le bas, les énoncés aux extrêmes, quelle est la pratique, on va dire. On voulait du même coup vous identifier qu'est-ce qu'on veut dire par moyen recommandé ou moins recommandé. C'est une échelle qui est plutôt sur des pratiques comportementales, mais aussi basée sur les pratiques de Hattie, qui avait fait une méta-analyse sur les pratiques, sur les études. Donc, à quel point j'enseigne de manière explicite les comportements attendus aux élèves, c'est un des scores, une des pratiques les plus rapportées pour l'ensemble des élèves et l'ensemble des secteurs, tandis que participer à des rencontres de plan d'intervention, c'est celle qui est utilisée le moins souvent, ce qui est quand même rassurant et normal. Voilà. Ensuite, dans les pratiques plus recommandées, utiliser un système d'émulation de comportement. Puis, excusez, il faut que je vous tasse pour pouvoir recommander à la direction l'expulsion scolaire. Donc, ici, on est dans le système d'émulation de comportement a été mis dans le moins recommandé volontairement, dans le sens que souvent peut faire en sorte qu'il ne soutient pas l'autodétermination, puis est souvent moins bien utilisé. Puis l'expulsion scolaire, évidemment, est une pratique moins recommandée, mais utilisée jamais exceptionnellement. Les pratiques de différenciation pédagogique, ici, on est sur une échelle Likert de 1 à 5. Donc, surprenamment, le score moyen est quand même entre la borne centrale puis le souvent, on va dire. On est surpris, mais on pense que c'est peut-être dû justement à un manque de sensibilité là, de l'instrument de mesure. La sous-échelle de connaître les besoins des élèves, qui est quand même la D1, celle qui obtient le score le plus faible. Parmi les énoncés qui semblent être plus fréquemment utilisés, il y a utilisé différentes méthodes pour présenter les contenus d'apprentissage. Donc ici, on parle davantage peut-être des processus, mais de la présentation des contenus. Puis ensuite, ce qui est le moins utilisé, c'est dans les énoncés, c'est plus planifier des diades d'entraide, du tutorat par les pairs, qui peut être perçue comme une pratique individualisée, mais lorsqu'elle est utilisée pour l'ensemble du groupe, peut être une pratique qu'on va dire universelle. Les concepts ciblés pour les caractéristiques de la personne enseignante ou les croyances personnelles. Donc, ici, les attitudes envers l'inclusion scolaire, ce qu'on peut observer, en fait, c'est vraiment des scores plus faibles encore à la dimension cognitive,
qu'à la dimension comportementale. On va dire qu'au préscolaire primaire, c'est quand même plus positif que dans les deux autres secteurs. Euh, Particulièrement pour le cognitif, où on croit, où on perçoit, parce que peut-être qu'on croit parce qu'on le voit, au bénéfice de la classe ordinaire puis de la scolarisation de tous les élèves en classe ordinaire. Évidemment, au secondaire, on va aussi retrouver davantage de classes spéciales, notamment par les projets particuliers, par les vocations. Donc, c'est aussi possible que ce soit expliqué par là. Sinon, il n'y a pas de différence intergroupe. Puis, de façon générale, la dimension cognitive est plus faible que la dimension affective. Donc, au final, je me sens à l'aise de contribuer ou de participer au projet d'éducation inclusive davantage que mes croyances cognitives. Puis, finalement, quand même, je vais quand même avoir l'intention de faire en sorte que je favorise l'éducation inclusive. Donc, je vais avoir recours à des pratiques où je vais encourager la participation des élèves. Donc, mes actions ne représentent pas nécessairement mes croyances envers les bénéfices, selon ce qui est rapporté ici. Par rapport au sentiment d'auto-efficacité à gérer la classe, là, ce qu'on peut percevoir, c'est quand même un sentiment d'auto-efficacité qui est assez élevé. Donc, de façon générale, les personnes enseignantes se sentent plutôt compétents à gérer la classe. On peut voir que finalement, je vous amène déjà au défi qui est généralement le plus rapporté puis qui est constamment rapporté dans toutes les études. C'est la difficulté à gérer les comportements difficiles, donc ce qui serait plus ponctuel. La question qu'on peut se poser, c'est à quel point les dimensions antérieures, la gestion des ressources, établissement d'attentes claires, développement des relations positives, puis l'engagement, à quel point ces dimensions-là sont bien mises en œuvre, puis permet à gérer les comportements difficiles. Ici, il semble que ça soit vraiment un défi. On vous a mis les énoncés juste pour vous montrer en fait les défis ou les scores. Donc, éviter l'escalade verbale qui mène à la crise, diminuer l'agitation de certains élèves, gérer les comportements difficiles sans élever la voix, ramener l'ordre, gérer les écarts de conduite sans interrompre le cours des activités, éviter que quelques élèves nuisent à toute la classe, intervenir face à des comportements provocateurs, puis finalement intervenir auprès de ma classe qui présente des conduites agressives. Donc, c'est vraiment là, les énoncés qui composent cette échelle, cette dimension-là là, de la gestion des comportements difficiles. Puis, pour vous montrer en fait la personne enseignante, elle est exclue parce qu'elle était trop fortement corrélée aux autres dimensions. Ça peut ressembler davantage effectivement aussi à mes caractéristiques ou mes croyances plus d'ordre personnel. Mais c'est quand même des indicateurs qui nous permettent de voir que planifier en quel point je planifie des interventions à l'avance, si on regarde le dernier énoncé, pour pouvoir gérer les situations difficiles. Donc, on peut penser que la planification des interventions à l'avance pour mieux le gérer, c'est quelque chose qui est encore difficile. Puis faire face aux défis liés à la diversité. Puis ça vient un petit peu avec connaître les besoins dans la différenciation. Comment je planifie mes contextes de développement, comment je mets en place des contextes de développement pour répondre à la diversité. C'est aussi un score qui était plus faible là, au niveau du sentiment d'auto-efficacité. Ici, encore une fois, on a un sentiment de compétence en lien avec une clientèle précise qui est plutôt positif, mais un peu plus faible par rapport au sentiment d'intervention à gérer la classe. Puis ça vient compléter les scores sur la gestion de la diversité. Je vais continuer parce qu'il était 32. Voilà.
estimation de son niveau de préparation. Donc, les gens s'estiment plutôt bien préparés. Évidemment, il y a encore une marge de manœuvre sur le niveau de préparation, au niveau des connaissances par rapport à la gestion de la diversité puis de l'adaptation psychosociale. Mais c'est un score qui est plutôt aussi égal de toutes parts. Rapidement, les activités de développement professionnel, on voit la fréquence à gauche qui a été effectuée dans la dernière année. Donc, on voit quand même, pour moi, c'est impressionnant, en plus de ma tâche d'enseignant, le nombre d'activités que j'ai effectuées pour pouvoir améliorer mes pratiques. Évidemment, ça peut être de nature variée. Donc, on voit à droite dans l'encadré la façon ou qu'est-ce que je fais que je considère comme des activités de développement professionnel. Puis rapidement, je vous amène à voir là où, dans le bas, finalement, qu'est-ce qui est le moins rapporté ou réalisé au cours de la dernière année. Bien, c'est souvent des activités des activités de développement professionnel qui vont exiger plus de temps. Donc, ce qu'on voit dans la première partie en haut dans le tableau, c'est vraiment ce qui correspond peut-être à des activités ponctuelles qui sont associées généralement à moins de changements dans l'adoption de pratiques, tandis que les activités qui se situent plus dans le bas des tableaux, dans le bas du tableau sont généralement associées à un changement plus stable ou plus grand des pratiques vers les pratiques souhaitées, on va dire. Parfait, on continue. Donc, dans le même sens, on a aussi des intérêts envers les activités qui sont plus sur la pratique, par exemple l'observation de mes pratiques, le mentorat, la dimension 2. C'est généralement une moyenne qui est, on va dire, centrale, là, moyennement intéressée à faire des activités de développement professionnel. Puis, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment la consultation auprès d'un père. Voilà, je vais passer vite sur le sentiment d'efficacité collective parce que, somme toute, qui est quand même très positif. Quand on a fait la validation des résultats, les gens étaient quand même surpris, mais c'est comme si finalement, en général, les gens ont confiance en l'équipe école, se sentent capables, ont l'impression qu'ensemble, ils peuvent répondre et soutenir l'adaptation psychosociale, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Puis, finalement, on va voir, il y a souvent en fait des différences préscolaires primaires, mais davantage positives, et c'est probablement à cause du contexte. C'est plus petit, les écoles primaires, c'est des groupes où ils travaillent davantage en équipe cycle. La même chose au secondaire, mais selon les didactiques. On a voulu rapidement, parce qu'on va faire les modèles de régression pour voir qu'est-ce qui prédit le plus l'adoption des pratiques pour ensuite identifier davantage les leviers. Donc, au-delà des moyennes et des scores, puis des différences selon les caractéristiques sociodémographiques, on a voulu aller voir qu'est-ce qui pouvait peut-être être le plus associé aux pratiques, ce qui est pas, ce qui est pour moi, ce qui correspond, c'est que finalement, les caractéristiques de la personne enseignante vont être celles qui vont être le plus associées, le plus liées aux pratiques, autant les pratiques de différenciation que les moyens recommandés. Ici, on est heureux de constater que les attitudes sont, même s'ils sont corrélées significativement, là, on voit les attitudes avec les moyens recommandés puis les pratiques de différenciation, c'est quand même des corrélations qui sont à l'œil plus faibles que le sentiment d'auto-efficacité. Le sentiment d'efficacité à intervenir, si on se rappelle bien, c'était un sentiment d'auto-efficacité à intervenir qui était davantage lié à une approche catégorielle, mais c'est ce sentiment d'auto-efficacité-là qui est le plus associé à l'utilisation de moyens recommandés, mais qui est aussi associé aux pratiques de différenciation. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est
est-ce que le fait, finalement, est-ce que le fait d'avoir de me sentir capable ou compétent dans une approche catégorielle, si je fais je participe à des formations qui sont peut-être plus thématiques en lien avec des diagnostics, malgré tout, je suis capable de transposer et d'avoir recours à des moyens recommandés, autant en lien avec des pratiques inclusives liées à la différenciation que pour euh, on va dire, des champs, des domaines, des besoins spécifiques. Donc, c'est vraiment Puis finalement, ben, ce qui est encourageant, c'est que nos moyens recommandés sont quand même associés aux pratiques de différenciation. Puis, au final, tout ce qui est plus distal aux caractéristiques de l'enseignant a des corrélations positives, mais moins fortes. Donc, on va devoir là, aller explorer ça. Puis on voit quand même des liens aussi avec le nombre d'activités, puis les types d'activités. Mais on va devoir aller explorer davantage là, ces corrélations-là pour pouvoir mieux comprendre, entre autres, sur connaître les besoins puis la diversité. Je pense que je vais arrêter parce que là, il n'y aura plus de questions. Mais ma discussion était, je l'ai comme faite tout au long. Voilà, c'est tout.